Un pays classé parmi les plus pauvres du Sahel annonce soudain une hausse de 23% de rétention de capital. Pris isolément, ce chiffre paraît minuscule à l'échelle mondiale, mais pour une économie fragile, il ressemble à une rupture de trajectoire. Que signifie vraiment ce basculement silencieux pour celles et ceux qui suivent l'actualité du Burkina Faso à travers la figure d'Ibrahim Traoré et testent à travers lui l'idée qu'un pays peut reprendre la main sur la valeur produite chez lui, et si ce laboratoire discret annonçait un futur moins lointain pour toute la région? Le pays avance désormais avec une promesse implicite. Si la valeur cesse de s'échapper, il devient enfin possible de financer ce qui, pendant des décennies, demeurait hors de portée. Cette perspective condensée en une dizaine de mots agit comme un point de bascule stratégique. Elle transforme une règle administrative en levier capable de redistribuer attention, responsabilité et bénéfices vers les lieux où la richesse est réellement produite. Mais cette promesse s'accompagne d'enjeux élevés. L'obligation d'implanter les sièges sur le territoire impose aux entreprises un ancrage concret, révélant les coûts invisibles de la distance. Décisions lentes, incompréhension des réalités locales, absence d'engagement durable. Ce changement structurel crée une tension productive. Il peut devenir un catalyseur de stabilité si les acteurs s'adaptent ou un foyer de friction si les ajustements manquent. Pour le public, l'intérêt réside dans l'incertitude palpable. La réforme parviendra-t-elle à redéfinir durablement le centre de gravité économique du Burkina Faso ou ne fera-t-elle qu'exposer les fragilités existantes? Lilith. Une question ouverte qui conditionne l'ensemble des trajectoires possibles. La première révélation nette apparaît lorsqu'on juxtapose deux chiffres simples. En quelques mois, la rétention du capital progresse de 23% et plus de 3 milliards de dollars issus du secteur minier cessent de quitter le pays. Ce double basculement, discret dans la forme mais massif dans ses effets, répond déjà à la question suspendue depuis l'ouverture. Oui, un déplacement réel de la mécanique économique est en cours. À partir de cette rupture mesurable, le contexte s'éclaire sous un autre angle. Pendant des décennies, les ressources du Sahel, or, minerais, pétrole, alimentaient des économies lointaines, tandis que la valeur produite localement s'évaporait presque immédiatement vers des centres décisionnels extérieurs. Les entreprises, opérant à distance, maintenaient une présence minimale. Quelques bureaux symboliques, peu de liens avec les communautés, encore moins avec les administrations. La décision circulait ailleurs, loin des réalités quotidiennes qui façonnaient pourtant les opérations. La nouvelle loi renverse cette logique. Toute entreprise dépassant d'un seuil de 5 milliards de FCFA doit désormais établir son siège dans le pays. Loin d'être un geste punitif, cette obligation vise à rééquilibrer une économie restée longtemps extractive, rapprocher les décideurs du terrain, ancrer les flux financiers et créer des interactions qui ne puissent plus être éludées par la gestion à distance. C'est ce changement de proximité qui commence à redéfinir le rythme national. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré occupe une position centrale. En exigeant que ceux qui tirent un profit du territoire participent réellement à sa dynamique interne, il introduit une notion longtemps marginalisée, la responsabilité directe. À mesure que les multinationales sont obligées de clarifier leur présence, de nouvelles infrastructures émergent, les chantiers se multiplient, les services périphériques se densifient. Les décisions deviennent plus rapides, les pressions diplomatiques plus visibles, les rapports de force plus tangibles. Ainsi, la trajectoire économique du Burkina Faso n'est plus seulement un flux sortant, elle se recompose autour d'un centre décisionnel qui choisit enfin de rester. Pour mesurer concrètement l'effet de cette proximité imposée, deux scènes simples suffisent. Dans les mines et sur les chantiers,
Les travailleurs observent l'arrivée régulière d'équipes dirigeantes qui, naguère, ne se manifestaient qu'à distance. Cette présence modifie les routines. Les problèmes techniques se résolvent plus vite, les décisions se prennent sur place et les investissements ne dépendent plus d'interminables validations venues de l'extérieur. Les entreprises, confrontées chaque jour à leurs responsabilités opérationnelles, doivent ajuster leurs pratiques et répondre à des attentes sociales désormais visibles. Dans un second microcas, les services périphériques, transport, logistique, commerce local se transforment. Là où les flux n'étaient que passage temporaire, la permanence des sièges crée un tissu économique plus dense. Ateliers qui ouvrent, prestataires qui s'installent, emplois qui se stabilisent au-delà des cycles d'extraction. Ces mutations, encore fragiles, indiquent qu'un changement structurel se met en place. Ces premiers effets trouvent leur cohérence dans la figure d'Ibrahim Traoré, dont l'exigence de responsabilité locale agit comme fil conducteur. Le rapprochement entre décision et terrain crée une visibilité nouvelle. Les arbitrages ne sont plus abstraits. Ils se ressentent dans les gestes quotidiens, dans la vitesse d'exécution et dans l'obligation de rendre compte. Ainsi s'impose la question clé, resserrée en quelques mots. Le pays saura-t-il convertir cette proximité en stabilité durable? Tout commence par un déclenchement net. L'annonce publique fixe une règle simple. Pas de siège local, pas d'activité durable. Cette formule abrupte agit comme un choc immédiat dans un marché extractif habitué à la distance. Les entreprises doivent revoir leurs implantations, redessiner leurs chaînes logistiques, redistribuer leurs équipes. Certaines découvrent que leur modèle, jusque-là efficace, reposait sur une séparation artificielle entre décision et terrain. D'autres perçoivent une opportunité, stabiliser leurs opérations en s'immergeant davantage dans le pays. Puis survient le point culminant. Dans les conseils d'administration, deux blocs se forment. Le premier, réticent, menace de se retirer, arguant d'une perte de flexibilité et d'une hausse des coûts. Le second, plus pragmatique, y voit un moyen d'améliorer l'acceptation communautaire, de réduire les frictions sociales, d'accroître la rapidité décisionnelle. L'affrontement entre ces deux postures transforme Ouagadougou en lieu stratégique. C'est là que se négocient désormais les marges de manœuvre. La présence d'Ibrahim Traoré, d'abord perçue comme une rupture, devient un repère dans une reconfiguration plus large des rapports entre souveraineté et investissement. La tension monte lorsque les entreprises commencent à déplacer leurs équipes dirigeantes sur le terrain. Les arbitrages se prennent à vue. Les divergences, jusque-là noyées dans la distance, éclatent à mesure que les réalités opérationnelles s'imposent. Difficultés d'approvisionnement, limites du réseau électrique, pression sur les routes. Chaque décision devient un test immédiat, puis viennent les répliques. Au fil des mois, les effets secondaires se matérialisent. Les infrastructures se renforcent, routes en construction, réseaux électriques améliorés, nouveaux bureaux pour accueillir les équipes. Les entreprises, désormais contraintes d'assumer leur ancrage, accélèrent l'ajustement de leurs pratiques. Certaines investissent dans la formation technique, d'autres renforcent leurs mécanismes de supervision. Mais cette dynamique n'efface pas les obstacles. Manque de personnel qualifié, tensions énergétiques persistantes, administration parfois lente. Les difficultés rappellent que la réforme ne garantit pas une transition sans friction. Pourtant, une transformation plus profonde émerge sous la surface. À mesure que les décisions se rapprochent du terrain, les erreurs deviennent plus visibles, les responsabilités plus difficiles à contourner, les ajustements plus rapides. Les entreprises ne peuvent plus se réfugier derrière l'argument de la distance. Elles doivent composer avec les réalités du pays et ses limites structurelles. Cette réactivité nouvelle crée un rythme inédit, presque déroutant pour un marché longtemps figé dans ses habitudes extractives. Le pays entre alors
dans une zone de turbulence productive. Le système économique bousculé mais plus ancré teste sa capacité à absorber ce changement de cadence. La loi cesse d'être une contrainte théorique pour devenir un moteur de recomposition, un prisme à travers lequel se redéfinit l'équilibre entre flux financiers, présence réelle et gouvernance quotidienne. La ligne de base est claire. Pendant des années, une part décisive de la valeur produite au Burkina Faso quittait le territoire presque immédiatement. La variation actuelle, une hausse mesurable de 23% de rétention du capital, constitue donc une rupture nette dans le flux économique, un glissement perceptible entre ce qui s'échappait autrefois et ce qui reste désormais. Cette progression, modeste en apparence, équivaut pour une économie émergente à un espace de respiration structurelle. Elle améliore mécaniquement la circulation interne des ressources et crée des marges de manœuvre que le pays ne possédait pas auparavant. Le premier indicateur, l'augmentation de 23%, fonctionne comme un signal de redressement initial. On n'est pas face à une transformation spectaculaire, mais à un point de bascule qui modifie la stabilité financière du pays. Ce pourcentage représente une amélioration structurelle mesurable pour l'économie nationale. Dans un contexte où les cycles miniers déterminent largement la viabilité budgétaire, cette variation devient un socle sur lequel planifier, investir, corriger les faiblesses et envisager des projets jusque-là jugés trop incertains. Le deuxième indicateur, les 3 milliards de dollars issus du secteur minier désormais retenus dans le pays, illustre l'ampleur de la valeur sur laquelle les autorités reprennent le contrôle. Ce montant ne relève pas d'une abstraction macroéconomique. Il constitue la principale source de revenus de l'État. Ce chiffre reflète un levier fiscal crucial pour financer les infrastructures publiques essentielles. Son orientation locale influe directement sur la construction de routes, la consolidation des réseaux électriques, les services sociaux et la capacité de fonctionnement institutionnel. Le fait que cette rente ne s'évapore plus intégralement indique un recentrage du pouvoir économique qui bénéficiait historiquement à d'autres espaces décisionnels. Le troisième indicateur, jusqu'à 45% de participation étatique dans chaque projet minier, change profondément la gouvernance des ressources du pays. Cette proportion ne garantit pas un retour financier immédiat, mais elle confère à l'État un rôle actif dans les opérations, les normes, les négociations et la surveillance quotidienne. Ce pourcentage renforce la capacité institutionnelle à orienter les retombées territoriales de manière plus cohérente. L'État n'est plus spectateur d'une dynamique extérieure. Il devient coproducteur, codécideur et garant des équilibres opérationnels. Derrière ces trois chiffres se dessine une transformation méthodique. La rétention accrue de capital crée une marge budgétaire. La maîtrise plus directe de la rente minière stabilise la trajectoire financière. La participation étatique renforce la gouvernance. Chacune de ces évolutions déplace un élément fondamental du modèle extractif précédent, où la valeur circulait hors du territoire dès qu'elle était produite. Mais ces avancées ne suffisent pas à elles seules. Elles exigent une administration capable d'absorber et de convertir ces ressources en projets tangibles. Elles requièrent une planification coordonnée entre routes, énergie, formation et supervision technique. Elles imposent enfin une gouvernance transparente pour éviter retard, inefficience et captation. C'est dans cette articulation, fragile mais prometteuse, que se mesure la portée réelle du changement initié, un changement souvent associé à la ligne stratégique défendue par Ibrahim Traoré. À mesure que ces chiffres s'installent, la question devient plus exigeante. Le pays saura-t-il transformer ses gains en bénéfices visibles et durables? Deux lectures solides émergent face à cette réforme. La première, défendue par ses partisans,
affirme que l'obligation d'implanter les sièges locaux constitue un moyen légitime de récupérer une part plus juste de la valeur créée dans le pays. Selon eux, l'ancrage territorial renforce la transparence, améliore la participation aux communautés et réintroduit une responsabilité longtemps contournée par la gestion à distance. Ils soulignent que les premiers résultats, hausse de 23% de rétention du capital, maîtrise locale d'environ 3 milliards de dollars de revenus miniers, participation étatique pouvant atteindre 45%, montre qu'une amélioration structurelle est possible sans briser les dynamiques d'investissement. La seconde lecture adopte une posture plus sceptique. Pour ses défenseurs, cette obligation pourrait accélérer la fuite de capitaux, décourager certains acteurs internationaux et accentuer la vulnérabilité d'un pays dont les infrastructures restent fragiles. Il rappelle que les entreprises peuvent considérer l'exigence d'un siège local comme un coût supplémentaire, une contrainte qui réduit leur flexibilité stratégique. Il pointe également la pression sur l'énergie, la pénurie d'ingénieurs et la lenteur administrative comme autant de freins susceptibles de neutraliser les gains espérés. Face à ces deux lignes d'argumentation, la réponse la plus robuste consiste à confronter les données. Certaines entreprises hésitent, mais d'autres renforcent déjà leur implantation, investissent dans des bureaux, consolident leur réseau logistique et participent à la vitalisation des services périphériques. Les infrastructures progressent, même si la dynamique reste inégale. Les signes d'amélioration ne garantissent pas une réussite totale, pas plus que les risques ne condamnent le modèle. La trajectoire la plus cohérente reconnaît donc la nature expérimentale de cette réforme. Les effets positifs, mieux ancrés, plus mesurables, coexistent avec des tensions structurelles réelles. L'enjeu n'est pas de trancher entre optimisme et scepticisme, mais de comprendre que la réforme teste simultanément stabilité, responsabilité et capacité d'ajustement. Lorsque la loi cesse d'être perçue comme une contrainte administrative et devient un cadre qui restructure les comportements, la dynamique économique prend une autre dimension. Au départ, nombre d'entreprises voyaient l'obligation de s'implanter localement comme une intrusion susceptible d'alourdir leurs charges et de réduire leur agilité. Elles anticipaient des coûts, des lenteurs, des ajustements difficiles. Mais à mesure que les infrastructures progressent, que les réseaux se stabilisent et que les équipes dirigeantes s'installent durablement, une relecture s'impose. La proximité décisionnelle simplifie les arbitrages, réduit les délais et améliore les relations avec les communautés. Les entreprises comprennent que la distance n'était pas seulement géographique, elle était stratégique et souvent coûteuse. C'est à cet instant qu'intervient le pivot culturel porté par Ibrahim Traoré. La présence physique cesse d'être un fardeau et devient un outil. Mieux saisir les réalités, anticiper les besoins, ajuster les décisions à la vitesse du terrain. Les citoyens, eux, perçoivent un changement subtil mais déterminant. La valeur produite localement ne se dissipe plus entièrement, elle circule davantage dans les écoles, les ateliers, les chantiers. Le centre de gravité économique commence réellement à se déplacer. Les effets de la réforme se déploient différemment selon les acteurs, chacun absorbant à sa manière le déplacement du centre décisionnel vers Ouagadougou, déplacement largement associé à l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Les quatre groupes concernés, institutions publiques, entreprises, citoyens et observateurs régionaux, voient leur quotidien s'ajuster à un rythme inédit. Du côté de l'État, les autorités bénéficient désormais d'une marge de manœuvre accrue grâce à la rétention du capital et à la maîtrise plus directe des revenus miniers. Cette nouvelle latitude permet de lancer des projets d'infrastructures longtemps différés: routes, réseaux électriques, bâtiments administratifs. Toutefois, cette puissance apparaît fragile. Elle exige une capacité administrative solide,
une planification rigoureuse et un suivi continu. Sans cela, les gains risquent de se disperser avant de devenir tangibles. Les retards sont plus visibles, les attentes plus fortes, la responsabilité plus directe. Du côté des entreprises, les multinationales doivent restructurer leur fonctionnement. L'obligation de siège local réduit les avantages d'une gestion à distance et impose un réancrage opérationnel. Certaines voient dans cette contrainte une perte de flexibilité. D'autres y lisent l'opportunité d'améliorer l'acceptation sociale et la stabilité opérationnelle. Le coût initial est réel, mais les bénéfices potentiels, rapidité décisionnelle, meilleure connaissance du terrain, légitimité accrue peuvent compenser les frictions. La dynamique reste hétérogène selon les secteurs, mais une recomposition est indéniablement en cours. Du côté des citoyens, les populations ressentent les effets les plus concrets. L'implantation durable des sièges crée des emplois, stimule la formation technique, renforce les services périphériques et modifie la vie quotidienne. Les jeunes accèdent à des métiers jusque-là inaccessibles. Les commerçants voient leur clientèle se stabiliser. Les communautés constatent que la richesse produite ne s'évapore plus entièrement. Les attentes augmentent cependant. L'équité territoriale, la diffusion des bénéfices entre régions, la continuité des investissements deviennent des enjeux majeurs. Du côté des voisins et observateurs régionaux, au-delà des frontières, la réforme burkinabé agit comme un test institutionnel. Les pays riches en ressources observent attentivement cette expérience. Si elle réussit, elle pourrait inspirer un nouveau modèle régional fondé sur la présence réelle, la responsabilité économique et la redistribution locale. Si elle échoue, elle servirait d'argument pour contrer toute tentative similaire. La portée symbolique devient presque aussi importante que les effets immédiats. Ainsi, les conséquences de cette réforme dépassent largement son cadre juridique. Elles redéfinissent des comportements, déplacent des priorités et inscrivent le Burkina Faso dans une trajectoire où chaque acteur doit apprendre à composer avec un centre décisionnel désormais plus proche. Trois trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacune dépendant de la manière dont l'État, les entreprises, les citoyens et les partenaires régionaux absorberont la proximité décisionnelle nouvellement imposée. Aucune de ces trajectoires n'assure une certitude. Elles fonctionnent comme des repères pour comprendre comment la dynamique actuelle peut se consolider, se prolonger ou se fragiliser. Prenons un moment pour envisager le scénario de base. Si les capacités administratives se renforcent au même rythme que les infrastructures déjà en progression, la réforme devrait continuer à produire des effets tangibles. Les investissements se stabiliseraient, la formation professionnelle s'étendrait et les entreprises trouveraient un équilibre entre leurs obligations locales et leurs objectifs opérationnels. Le pays avancerait dans un cadre exigeant mais fonctionnel. Pas de bond spectaculaire, pas de recul massif, plutôt une consolidation progressive de ce qui a déjà été amorcé. Imaginons maintenant un scénario plus optimiste. Si les infrastructures s'améliorent plus vite que prévu, routes mieux adaptées, réseaux énergétiques plus fiables, logistique plus fluide, les entreprises pourraient accélérer leur implantation durable. Cet effet d'entraînement renforcerait les services périphériques, multiplierait les chantiers, attirerait davantage de prestataires et amplifierait la montée en compétences locales. Dans ce cas, l'expérience burkinabé pourrait devenir un précédent régional, inspirant d'autres pays à établir des cadres similaires fondés sur la présence réelle et la responsabilité économique. Enfin, pensons à un scénario où les défis pourraient s'intensifier. Si les tensions structurelles, manque d'ingénieurs, pression énergétique, lenteur administrative s'accentuent, certains acteurs privés pourraient réduire leurs investissements ou quitter le pays. Les infrastructures existantes seraient mises à rude épreuve, les bénéfices perçus par la population deviendraient trop concentrés pour maintenir une adhésion durable.
Le modèle serait alors critiqué, présenté comme un exemple des limites d'une réforme de ce type dans un environnement fragile. Ces trois scénarios partagent une même interrogation structurante. Comment garantir que la proximité décisionnelle reste soutenable sans devenir un fardeau pour le système économique? La réponse, davantage qu'une prédiction, exige un cadre analytique. Observer les signaux faibles, mesurer les ajustements, comparer les trajectoires et anticiper les points de bascule. L'impact de la réforme se lit avant tout dans les trajectoires individuelles, là où les chiffres se transforment en expériences concrètes. Trois groupes distincts: travailleurs, communautés locales, observateurs engagés, perçoivent chacun une transformation progressive du paysage économique et social. Pour les travailleurs directement impliqués, dans les mines, sur les chantiers et dans les services techniques, les équipes voient s'intensifier les opportunités liées à la présence décisionnelle renforcée. Les formations deviennent plus fréquentes, les problèmes sont traités plus rapidement et les postes se diversifient. La proximité des dirigeants crée une réactivité nouvelle, perçue comme un changement majeur dans un secteur longtemps dominé par la lenteur administrative et l'éloignement stratégique. Leur attente principale demeure la continuité, que les entreprises maintiennent cet effort d'accompagnement sur le long terme, pour les familles et les communautés locales. L'installation durable des sièges modifie le tissu social. Commerce plus stable, transport mieux structuré, services plus réguliers. Les bénéfices apparaissent surtout dans les zones où les entreprises s'établissent, créant un écosystème qui dépasse la simple extraction. Le défi réside cependant dans l'équité territoriale. Toutes les régions ne progressent pas au même rythme et certaines risquent d'être marginalisées. Pour les observateurs engagés, entrepreneurs, enseignants, journalistes, ils voient la réforme comme un laboratoire institutionnel dont les effets pourraient influencer les politiques futures. Leur principal sujet d'attention concerne la gouvernance, la capacité de l'État à convertir la valeur retenue en infrastructures durables, en formations réelles, en services tangibles. De ces trois regards émergent deux suggestions clés: renforcer les mécanismes d'évaluation locale et soutenir des partenariats éducatifs capables d'assurer une montée en compétences durables. Pour que la proximité décisionnelle devienne un cadre durable plutôt qu'une parenthèse fragile, une feuille de route méthodique s'impose. L'objectif général, déjà affirmé publiquement par Ibrahim Traoré, consiste à transformer la valeur retenue en résultats visibles. Cette transformation dépend de 5 étapes structurantes qui organisent les responsabilités, les délais et les indicateurs de suivi. 1. Renforcer les infrastructures essentielles. L'État doit programmer des objectifs trimestriels pour l'énergie, les routes et la logistique. Les entreprises, en échange d'un cadre plus stable, cofinancent certains segments. Cela signifie que nous devons observer des indicateurs tels que taux de disponibilité énergétique, délai de livraison, maintenance. 2. Structurer la formation professionnelle. Les ministères, en partenariat avec les entreprises installées, doivent ouvrir ou élargir des centres techniques. L'enjeu est de produire ingénieurs, techniciens, superviseurs capables d'opérer localement. Cela signifie que nous devons observer des indicateurs tels que taux d'insertion professionnelle à 6 ou 9 mois. 3. Instaurer une gouvernance transparente. Un système d'audit régulier, publié publiquement, permettrait de suivre l'usage des fonds issus de la rétention du capital. Cela signifie que nous devons observer des indicateurs tels que conformité des projets, respect des délais, qualité des dépenses. 4. Stabiliser la relation avec les entreprises. Un cadre lisible, des procédures rapides et une administration mieux coordonnée rendent l'implantation durable soutenable.
Cela signifie que nous devons observer des indicateurs tels que temps moyen d'instruction, volume d'investissement renouvelé. 5. Ancrer la responsabilité locale. La présence obligatoire des sièges vise à rapprocher les décisions du terrain. Cela signifie que nous devons observer des indicateurs tels que fréquence des réunions stratégiques tenues sur place, réactivité opérationnelle. En orchestrant ces 5 étapes avec constance, le pays peut convertir la dynamique actuelle en trajectoire structurelle. En revenant vers les premières images évoquées, celles des travailleurs, observant l'arrivée progressive des équipes dirigeantes autrefois distantes, on comprend mieux la portée réelle de la transformation en cours. Ces scènes, simples mais révélatrices, incarnent le glissement fondamental qui traverse le pays. La décision n'est plus un mouvement lointain, elle s'exprime désormais dans les gestes quotidiens, dans la proximité, dans la responsabilité assumée. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure isolée, mais comme un point d'appui autour duquel s'articule une recomposition plus vaste. Son initiative a modifié le cadre mental dans lequel se pensaient les rapports entre entreprises, État et citoyens. Les bureaux qui s'installent, les routes qui se construisent, les services qui se densifient témoignent de cette bascule lente mais déterminée. La force de cette dynamique ne réside ni dans la brutalité des chiffres, ni dans la puissance des discours, mais dans l'ajustement collectif qu'elle sollicite. Un pays longtemps relégué à la marge expérimente la possibilité d'assumer davantage sa propre valeur. Une souveraineté naît quand un pays assume sa voix. L'histoire qui se dessine ne se résume plus à une succession de chiffres ou de décisions administratives. Elle prend la forme d'une invitation collective à repenser la manière dont un pays affirme sa place dans une économie mondialisée. Les chantiers, les bureaux et les réseaux en construction composent un paysage nouveau où la présence réelle des acteurs économiques devient un engagement plutôt qu'une formalité. Cette dynamique interroge autant qu'elle inspire. Elle oblige chacun à imaginer comment un modèle fondé sur la proximité peut redonner de la valeur à des territoires longtemps considérés comme périphériques. Pour les citoyens, les observateurs et les entreprises, c'est peut-être le moment d'un dialogue plus large. Un dialogue qui n'efface pas les incertitudes, mais qui reconnaît la possibilité d'une trajectoire plus ancrée, plus cohérente, plus partagée. Reste alors une question ouverte et qui dépasse le seul cas burkinabé. Quel modèle de présence et de responsabilité sommes-nous prêts à encourager pour l'avenir?